Pendant un jour ou deux après la visite du faux préposé à l'asile, j'ai eu l'espoir qu'il reviendrait, et je refusais de quitter l'appartement ne serait-ce qu'un instant. Pour autant que je puisse le voir, il n'avait aucune raison de soupçonner que nous avions percé sa couverture. Je me suis dit qu'il pourrait revenir et essayer de retirer le corps, mais Poirot s'est moqué de mon raisonnement. Mon ami, dit-il, si vous voulez, vous pouvez attendre la souris avec du fromage, mais moi je ne perds pas mon temps ainsi. Dans ce cas, Poirot, pourquoi a-t-il pris le risque de venir? S'il avait l'intention de revenir plus tard pour récupérer le corps, je vois bien l'intérêt de sa visite. Il aurait au moins éliminé les preuves contre lui. En l'état, il ne semble pas avoir gagné quoi que ce soit. Poirot fit son haussement d'épaule le plus français. Mais vous ne voyez pas avec les yeux du numéro 4, Hastings. Vous parlez de preuves, mais quelles preuves avons-nous contre lui? Certes, nous avons un corps, mais nous n'avons même pas la preuve que l'homme a été assassiné. L'acide cyanhydrique, lorsqu'il est inhalé, ne laisse aucune trace. De plus, nous n'avons trouvé personne qui ait vu quelqu'un entrer dans l'appartement pendant notre absence, et nous n'avons rien découvert sur les mouvements de notre défunt ami, Meyerling. Non, Hastings. Numéro 4 n'a laissé aucune trace et il le sait. Nous pouvons qualifier sa visite de reconnaissance. Peut-être voulait-il s'assurer que Meyerling était bien mort, mais plus probablement, je pense, il est venu voir Hercule Poirot et s'entretenir avec l'adversaire qu'il est le seul à devoir craindre. Le raisonnement de Poirot m'a paru typiquement égoïste, mais je me suis abstenu d'argumenter. Et l'enquête, demandai-je. Je suppose que vous y expliquerez clairement les choses et que vous donnerez à la police une description complète du numéro 4. Et dans quel but? Pouvons-nous produire quoi que ce soit qui puisse impressionner un jury de coroner composé de vos solides britanniques? Notre description du numéro 4 a-t-elle une quelconque valeur? Non. Nous allons leur permettre de l'appeler mort accidentelle. Et peut-être, bien que je n'ai pas beaucoup d'espoir, notre habile meurtrier se félicitera d'avoir trompé Hercule Poirot dès le premier tour. Poirot avait raison, comme d'habitude. Nous n'avons plus revu l'homme de l'asile et l'enquête, à laquelle j'ai témoigné, mais à laquelle Poirot n'a même pas assisté, n'a suscité aucun intérêt de la part du public. Comme Poirot avait emballé ses affaires avant mon arrivée en raison de son projet de voyage en Amérique du Sud, il n'avait plus d'affaires en cours à ce moment-là. Mais bien qu'il passât la majeure partie de son temps dans l'appartement, je n'arrivais pas à obtenir grand-chose de lui. Il restait enfoui dans un fauteuil et décourageait mes tentatives de conversation. Un matin, environ une semaine après le meurtre, il m'a demandé si je voulais l'accompagner lors d'une visite qu'il souhaitait faire. Cela m'a fait plaisir, car je sentais qu'il commettait une erreur en essayant de résoudre les choses tout seul, et j'ai voulu discuter de l'affaire avec lui. Mais je me suis rendu compte qu'il n'était pas communicatif. Même lorsque je demandais où nous allions, il n'a pas répondu. Poirot aime être mystérieux. Il ne donne les informations qu'au dernier moment. En l'occurrence, après avoir pris successivement un bus et deux trains, et être arrivé dans le quartier de l'une des banlieues sud les plus déprimantes de Londres, il a enfin consenti à s'expliquer. Nous allons, Hastings, voir le seul homme en Angleterre qui connaît le mieux la vie souterraine de la Chine. Ah bon? Qui est-ce? Un homme dont vous n'avez jamais entendu parler, Monsieur John Ingalls.